Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Bertrand Delcaire. Bonjour. Bonjour. Directeur des relations investisseurs chez Thales. Thales qui est évidemment sur le CAC 40, coté au CAC 40, valeur star de 2022, plus 60% pour le cours de bourse sur fond de guerre en Ukraine. Mais en matière d'ESG, je voyais qu'Euronext ne vous a pas inclus dans son indice CAC 40 ESG. Pourquoi ? Thales ne respecte pas suffisamment des valeurs environnementales, sociales et de gouvernance ? Excellente question. Bonjour à tous. Le CAC 40 ESG, effectivement, nous n'en sommes pas membres parce que c'est un indice qui s'appuie sur un classement d'une seule société, une agence de notation. Et en fait, cette agence classe les sociétés. Et en fait, dans le bas du classement, entre la 35e et la 45e position, les écarts sont tout petits. Donc, on est très légèrement en dessous. On doit être 42e, 43e. C'est clairement une ambition pour nous de rentrer dans ce CAC 40 ESG. Et c'est derrière toutes nos actions, il y a bien cette idée que nos actions ESG soient plus reconnues par la communauté financière et par exemple par cet indice. Au-delà de cet indice CAC 40 ESG d'Euronext, la défense, qui est l'une des activités principales, centrales de Thales, comme l'aérospatiale ou encore la sécurité, est souvent jugée par beaucoup d'investisseurs comme étant incompatible avec les critères ESG, comme d'autres secteurs, le charbon, les armes controversées, le tabac. Il y a une question philosophique de fond aussi. Alors c'est effectivement, quand on refait l'histoire de l'ESG, il y a quelques années, il était assez évident pour un investisseur ESG qu'il fallait exclure les sociétés de défense. La défense était perçue comme un secteur dangereux, mauvais, avec des questions typiquement que les armes tuent et ce type de questionnement. Aujourd'hui, on voit vraiment un changement d'attitude et vous citiez notre performance de notre cours de bourse en 2022. Derrière ça, il y a aussi le fait que des investisseurs qui appliquent un prisme ESG se rendent compte que oui, on peut investir dans des sociétés de défense. Derrière la défense, il y a bien sûr des objets qui tuent d'autres personnes, mais il y a surtout un sujet de protection. Aujourd'hui, quand on parle de l'Ukraine, quand on parle de protéger la France, quand on parle de la cybersécurité, eh bien, Thales est un acteur majeur et c'est devenu une évidence. Donc beaucoup d'investisseurs ESG changent leur point de vue sur ce secteur et se mettent à réfléchir et à se poser la question s'ils peuvent investir dedans. Thales donc participe à la décarbonation de l'économie, c'est un peu excessif, mais en tout cas décarbonation en tout cas de l'aviation, si on prend ce secteur-là. Comment vous faites et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Tout à fait. Alors, sur l'aviation, vous vous rappelez, hein, dans les grands secteurs dans lesquels on opère, il y a l'aéronautique. Oui. Et sur l'aéronautique, on a vraiment un rôle intéressant à jouer. Vous vous rappelez hein, que l'industrie aéronautique, dans son ensemble, vise une décarbonation ambitieuse. Hein. Il y a un objectif d'être net zéro d'ici 2050. Et pour y arriver, il y a un certain nombre de ruptures technologiques qui vont être mises en œuvre. Il y a toutes ces questions sur la propulsion à l'hydrogène. À plus court terme, il y a des technologies que nous développons et qui peuvent contribuer à cette décarbonation. L'exemple très simple, hein, c'est les systèmes qui sont à bord des cockpits, ce qu'on appelle les FMS, les Flight Management Systems, et puis le contrôle aérien. Quand vous regardez aujourd'hui les trajectoires des avions dans le ciel, en fait, elles ne sont pas du tout optimisées. Aujourd'hui, on est encore sur une logique où les avions vont d'une balise à une autre, et puis l'échange entre l'avion et le contrôle aérien, il se fait par la voie. Ça, c'est vraiment les technologies anciennes. Lorsqu'on passe dans un monde digital, lorsqu'on déploie des nouvelles technologies à bord des cockpits, quand on déploie des nouveaux systèmes de contrôle aérien, on peut optimiser les trajectoires des avions. Et on ne parle pas d'un petit bénéfice. Hein. Ouais, c'était ma question. L'optimisation des trajectoires, ça peut représenter jusqu'à 10% d'économie. Alors si vous imaginez que le transport aérien, d'ici quelques années, c'est 1 milliard de tonnes de CO2, 10%, c'est 100 millions de tonnes économisées, c'est énorme. Bon, et d'ailleurs, on ne le sait pas. Mais les mesures du GIEC, pardon, c'est notre sujet, je parle de l'espace pour le coup, je passe à l'espace, viennent de l'espace justement, et donc l'activité de Thales est essentielle. Alors tout à fait, c'est l'autre partie sur laquelle on communique pas mal quand on parle d'environnement, et c'est assez méconnu. Lorsqu'on parle de changement climatique, bien sûr, il y a un besoin d'analyse, de modélisation, et le GIEC qui développe toute cette science de l'évolution du climat, l'évolution de la météorologie, il s'appuie énormément sur des données qui viennent de l'espace. Le GIEC déclare que 50% des données utilisées dans les modèles de climat viennent de l'espace. Et qui est le grand acteur, un des grands acteurs de la construction de satellites d'observation depuis l'espace ? C'est Thales. Roulement de tambour, c'est Thales. Exactement.
avec beaucoup d'applications. Hein. On peut citer, il y a quelques mois, on a lancé un satellite qui s'appelle SWOT, qui est construit pour la NASA et qui mesure la quantité d'eau autour de l'espace, autour de la Terre. En ce moment, nous travaillons sur 5 des 6 missions du grand projet Copernicus. Copernicus, c'est le projet d'observation de la Terre mené par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et par exemple, le meilleur exemple des instruments sur lesquels on travaille, c'est un système qui s'appelle CO2M. CO2M, c'est un satellite qui va être lancé en 2027 et qui va viser à mesurer en temps réel les émissions de CO2 au-dessus de la Terre en permanence pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc vous voyez vraiment, les satellites sont au cœur de ces travaux. Ce sont vos deux grandes contributions à ce pilier environnemental de l'ESG, ce qu'on vient de dire là? Sur l'environnement, oui, c'est vraiment les deux produits évidents, ce qui relève de l'aviation et ce qui relève des satellites. Ensuite, en interne, il y a tout un travail, bien sûr. Hein. Oui, c'est les enjeux de réduction de nos émissions propres, c'est toutes les questions d'éco-conception dont on pourra parler si vous le souhaitez. Ouais, dans l'ESG, il y a E, il y a le S de social. Vous êtes un acteur, pour vous, de l'inclusion sociale, j'ai envie de dire, dans le monde. En quoi vous pouvez l'affirmer? Tout à fait. Alors sur la thématique sociale, on a 2 lignes de produits qui rentrent vraiment dans cette catégorie des questions d'inclusion. La première, c'est les satellites. À nouveau, on en a parlé sur l'observation de la Terre. L'autre utilisation des satellites, c'est les satellites de télécommunication. Et en fait, beaucoup de ces satellites de télécommunication visent à réduire la fracture numérique. Le meilleur exemple, là encore, on est en train de travailler en ce moment, hein, ce n'est pas un projet qu'on a fait il y a 10 ans, on a un satellite qu'on est en train de construire pour l'Indonésie qui s'appelle Satria. Ce satellite, il vise à connecter 17 500 îles d'Indonésie. On parle de 145 000 zones, 90 000 écoles, donc vous voyez vraiment une couverture de l'ensemble du pays, un pays avec énormément d'îles. Offrir une connectivité Internet haut débit, pas cher, facile pour tous ces endroits, c'est donner accès au savoir, c'est donner accès à l'information. Donc vous voyez vraiment, ça, c'est des projets très, très inclusifs. Le deuxième domaine dans lequel on a vraiment des projets très inclusifs, c'est ce qui relève de l'identité. Vous vous rappelez qu'une de nos divisions, c'est la division qu'on appelle DIS, anciennement Gemalto, développe des systèmes d'identité. Et en fait, un des grands objectifs de développement durable de l'ONU, l'ODD 16.9, c'est donner une identité légale à tout le monde. C'est une chose qui paraît complètement évidente quand on est en Europe, oui, mais quand on se tourne vers l'Afrique, l'Asie, l'ONU estime... On parle des papiers d'identité, là. Donc les papiers d'identité en tant que tels, voilà. On estime, l'ONU déclare considère que 1 milliard de personnes n'ont pas d'identité. Et ne pas avoir d'identité, ça pose des enjeux évidents, ne serait-ce que pour voter, évidemment. Donc n'ont pas de carte nationale d'identité, pas de document, les gens n'ont pas de traces, de preuves de leur propre identité. Et ça, c'est un besoin fondamental. Je vous parle du vote, hein, mais évidemment, vous voulez accès aux services sociaux, vous voulez ouvrir un compte en banque, vous voulez tout type d'activité, il faut des papiers d'identité. Thales, c'est quoi? Eh bien, Thales est un des grands fabricants de solutions d'identité physique et numérique. Sur ce type de projet, hein, vraiment spécifiquement des projets visant à donner de l'identité à tout le monde, hein, ce milliard de personnes qui n'ont pas d'identité. Sur les dernières années, on a développé ces solutions dans 20 pays et fourni des identités à 300 millions de personnes. Donc vous voyez, c'est vraiment le type de projet. On fait aussi bien sûr des passeports en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Bertrand Delcaire, on a beaucoup parlé de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Et comment toutes ces technologies, nouvelles technologies, doivent, ou en tout cas ont un besoin d'engagement éthique? Parce que là, c'est tout le sujet quand même. Hein. Tout à fait. Alors, ces questions éthiques du digital, de l'intelligence artificielle, effectivement, elles font l'actualité en ce moment. Et en tant que grand acteur de haute technologie, oui. Nous réfléchissons à ces questions depuis pas mal d'années. Bien sûr, ce type de débat sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle doit réaliser, quelles sont les limites qu'il faut fixer. Donc tout ça, ça fait l'objet de réflexions en interne. Ça aboutit. On a pensé que c'était utile en interne de publier ce qu'on a appelé une charte éthique du digital. Donc ce sont des lignes directrices dans lesquelles on explique à nos collaborateurs ce que l'on pense qu'ils doivent faire. Et bien sûr, on a rendu ce document public pour permettre à l'ensemble de nos parties prenantes de voir quels étaient les engagements que nous prenions. C'est des engagements qui relèvent des enjeux humains, des enjeux de sécurité, des enjeux d'environnement. Donc vraiment, on a essayé de faire un tour d'horizon des questions éthiques autour de ces technologies. Il nous reste le jet de gouvernance, on pourra en parler très longtemps aussi, mais quelle est la politique de Thales, justement, s'agissant de l'inclusion, la diversité, la féminisation? Vous en êtes où de la parité d'ailleurs, vous?
Alors effectivement, c'est une bonne question, effectivement, parce que les sujets de diversité et d'inclusion sont des sujets importants, en particulier dans un secteur de haute technologie. On va dire, on combine haute technologie, informatique, défense, le taux de féminisation typiquement des écoles d'ingénieurs, le vivier dans lequel nous puisons est faible, hein. On est sur, selon les pays, entre 15 et 25%. Donc vraiment, pas assez de femmes dans les formations d'ingénieurs qui se traduisent ensuite dans nos propres populations, nos effectifs. Donc c'est pas de votre faute finalement. La situation de départ, elle démarre avec 25-26%. La population aujourd'hui au sein de Thales, 26% de femmes. Donc un taux qui est faible. Maintenant, ce n'est pas parce que le taux est relativement faible qu'il ne faut rien faire. Ouais. On est très clair sur le fait qu'on a besoin de plus de diversité. On est une société qui est tirée par les talents et donc on veut renforcer notre diversité. Depuis quelques années, on travaille sur la féminisation de nos effectifs. Donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on suit précisément. Et typiquement, la question du plafond de verre. Aujourd'hui, on s'est fixé 2 objectifs hein, sur les femmes, la féminisation. Un sur la féminisation du top management, enfin une grande partie du top management, hein, les comité exécutif, comité de direction. Pas que le comité exécutif ou le conseil d'administration, mais vraiment l'assise des 10 000 collaborateurs de haut niveau. On est où aujourd'hui ? Et donc ici, en 2015, on était seulement à 15%. Donc vous voyez, par rapport à 25% pour l'ensemble du groupe, on s'est fixé 20% comme objectif l'année prochaine, ou sinon cette année. Et l'année dernière, on était à 19%. Donc vraiment, passer de 15 à 19%, on va dire, c'est pas grand-chose, c'est seulement 4 points. Mais en fait, passer de 15 à 19%, c'est 25-30% d'augmentation du nombre de femmes, effectivement. Donc la parité, c'est pas pour tout de suite. Donc la parité, c'est clairement pas pour tout de suite, mais effectivement, là, on revient sur ce que vous disiez, à savoir que le vivier sur lequel on travaille, les écoles d'ingénieurs, ne sont pas assez féminisées. Voilà, tout commence à l'école. Tout commence à l'école, tout à fait. Merci beaucoup donc, pour cet entretien. Bertrand Delquer, directeur des relations investisseurs chez Thales. Merci à vous. Merci à vous. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine, ici chez vous, sur Boursorama.